Le travail de détective est déjà assez difficile, sans avoir à remettre en question sa propre vision de la réalité. Un instant, vous êtes à la recherche d'une personne disparue sur une île isolée. L'instant d'après, vous fuyez des migraines fantômes, des médecins effrayants et des hallucinations qui vous frappent encore plus fort qu'une malade mentale qui aurait réussi à s'évader. Ce marshal américain voulait juste résoudre l'affaire et attraper le responsable de la mort de sa femme. Mais plus il creuse, plus l'île semble lui jouer des tours. À présent, il poursuit des histoires de fantômes, il ignore des preuves essentielles et il cherche des indices dans absolument tous les mauvais endroits. Allumez une clope, les gars, et préparez-vous à une descente au cœur de la folie. Parce que je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre l'asile de fous dans Shutter Island. L'US Marshal Teddy Daniels lutte contre le mal de mer dans les toilettes d'un petit ferry alors que le navire traverse des eaux agitées. Il se ressaisit et se rend sur le pont principal pour aborder son nouvel équipier, Chuck Hall. Il aperçoit son homologue près de la proue du navire, et les deux hommes font connaissance en discutant de choses et d'autres, comme l'endroit d'où ils viennent, les femmes qui les attendent à la maison. Un sujet épineux pour Daniels, c'est évident, puisqu'il explique que sa femme est morte tragiquement dans l'incendie de son appartement alors qu'il était en mission. Ouch. Mais bon, au fur et à mesure que le voyage se poursuit, la conversation s'oriente sur leur destination. La mystérieuse île de Shutter Island, qui abrite l'hôpital psychiatrique Ashcliff, un lieu de villégiature exclusif pour les criminels aliénés. Le navire accoste et les marshals sont accueillis par une escouade de gardes armés. Alors que les officiers observent les nouveaux arrivants avec méfiance, le directeur adjoint de l'hôpital, Macpherson, se présente et propose de les escorter jusqu'à l'enceinte de l'établissement. Une fois sur place, Macpherson fixe quelques règles de base. Les marshals devront suivre tous les protocoles de l'hôpital au cours de leur enquête, ce qui signifie qu'ils doivent remettre leurs armes à feu et rester à l'écart du bloc C, un fort datant de la guerre civile reconverti où sont détenus la plupart des prisonniers dangereux. Ils acceptent à contre-cœur et Macpherson les emmène voir le docteur Coley, le psychologue en chef. Les deux marshals arrivent dans le bureau de Coley pour les présentations et une brève leçon sur la philosophie de traitement du docteur, qu'il décrit comme une fusion morale entre la loi et l'ordre et les soins cliniques. En d'autres termes, le docteur Coley croit qu'il faut traiter tous les patients avec compassion, même les plus violents et les plus psychotiques. Les civilités passées, Daniels commence à interroger le médecin sur l'affaire qui les a amenés sur l'île. La nuit précédente, une patiente du nom de Rachel Solando s'est échappée de sa détention. Solando est considérée comme dangereuse, puisqu'elle a assassiné ses 3 enfants en les noyant dans un lac derrière sa maison. Et pire encore, personne ne peut dire avec certitude comment elle s'est échappée. Sa cellule était toujours fermée à clé quand le personnel a découvert sa disparition, et le gardien et ses hommes la recherchent depuis lors. En inspectant la chambre de Solando, les marshals découvrent leurs premiers indices dans cette affaire. Les chaussures remises à Solando par l'hôpital sont toujours là, ce qui signifie qu'elle n'a pas pu aller bien loin sur le terrain rocailleux de l'île. Ensuite, Daniels découvre une note glissée sous un carreau de sol mal fixé, où on peut lire la loi des 4, qui a 67 ans. Personne n'est sûr de ce que ça signifie, mais Coley confirme qu'il s'agit de l'écriture de Rachel Solando. Par la suite, Coley conduit les marshals dans une salle dédiée aux patients. On pense que Solando serait passé par cette zone, bien que des infirmiers y jouaient aux cartes au moment de l'évasion. Daniels ne croit pas qu'elle ait pu simplement passer sans être remarquée, et il demande les noms et les dossiers d'emploi de tous ceux qui étaient de service la nuit dernière. Une demande que Coley rejette avec désinvolture, disant seulement qu'il verra ce qu'il peut faire. Daniels rappelle au médecin-chef qu'il s'agit d'une enquête fédérale impliquant une dangereuse patiente psychiatrique qui s'est échappée. Mais Coley reste étrangement dédaigneux. Finalement, il accepte que le personnel se réunisse dans la salle commune après le dîner pour être interrogé. Pendant ce temps, Daniels et tous les autres décident de jeter un coup d'œil aux alentours de l'hôpital. Ils rejoignent le gardien et ses hommes dans leurs recherches, bien qu'aucun d'entre eux ne semble travailler très dur. Le directeur Macpherson explique que l'île se trouve à plus de 17 km de la Terre la plus proche. Il est donc hors de question qu'elle ait pu s'échapper par la mer. Et même si elle avait essayé, la marée aurait ramené le corps de Solando sur le rivage. Quant à l'île elle-même, le terrain rocheux et l'abondance d'espèces végétales hostiles rendent les déplacements pratiquement impossibles, surtout sans chaussures. Alors que leur recherche touche à sa fin pour la journée, Daniel s'aperçoit au loin un vieux phare. Macpherson explique qu'il s'agit d'une installation de traitement des eaux usées et que ses hommes ont déjà fouillé à l'intérieur.
Le soleil déclinant, les marshals retournent à l'hôpital pour commencer à interroger le personnel. Ok, dès que les marshals descendent du bateau, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Tout d'abord, l'accueil que leur réservent leurs collègues des forces de l'ordre n'est pas des plus chaleureux. Maintenant, il y a au moins une demi-douzaine de gars rassemblés sur le quai pour les rencontrer, et la plupart d'entre eux sont munis d'armes. Pas exactement le traitement façon tapis rouge accordé habituellement à 2 agents fédéraux mandatés. Mais bon, il y a un patient malade évadé qui se promène en liberté après tout. Cependant, nous apprenons plus tard que l'évadé en question est une femme, seule, sans armes, qui se promène sans même ses chaussures aux pieds. Du coup, encore une fois, toute cette puissance de feu est-elle vraiment nécessaire? Ensuite, il y a l'installation elle-même. En arrivant sur le continent, leur véhicule traverse 2 périmètres de sécurité hautement fortifiés. Il y a un mur intérieur et un mur extérieur équipés de barbelés électrifiés. Supposons que Rachel Solando ait réussi à s'échapper de sa cellule fermée et à éviter les surveillants de service. Il est tout simplement impossible qu'elle ait pu surmonter des mesures de sécurité aussi rigoureuses. Si elle est vraiment en cavale, elle n'a pas pu aller aussi loin. Plutôt que de se battre dans les buissons et de fouiller les côtes rocheuses, le personnel devrait fouiller toutes les zones à l'intérieur du périmètre à la recherche de cachettes potentielles. Bien sûr, ça n'explique pas la porte close de la cellule. Et même si Solando avait réussi à mettre la main sur une clé, il semble peu probable qu'elle aurait refermé la porte derrière elle en sortant. Plutôt qu'une évasion, il semble plus probable que quelqu'un possédant une clé ait pu enlever cette patiente. Ou à tout le moins l'aider à sortir de sa cellule. En gardant ça à l'esprit, il est logique que l'enquête commence par des interrogatoires de tous les employés qui étaient de service lors de la disparition, et qui avaient accès aux clés à proximité de la cellule de la disparue. C'est pourquoi l'attitude dédaigneuse du docteur Coley à l'égard de la demande de Daniels d'interroger le personnel est extrêmement suspecte, comme s'il couvrait quelqu'un. Daniels devrait menacer de mettre le docteur en détention pour obstruction à la justice ou entrave à l'enquête. Bref, faire tout ce qu'il faut pour le contraindre et pouvoir accéder aux témoins clés. Il y a fort à parier que si Solando a été arrachée à sa cellule, ou si elle avait un complice, quelqu'un en sera au courant. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'autres éléments de cette affaire qui ne tiennent pas la route. Solando a disparu depuis moins de 24 heures et les autorités fédérales envoient 2 marshals fédéraux pour enquêter. C'est pas vraiment une bonne utilisation des ressources. Compte tenu du grand nombre de gardes en service à l'hôpital, il semble peu probable qu'ils fassent appel à une aide extérieure alors qu'ils viennent à peine de commencer leurs recherches. D'un autre côté, il ne semble pas que ces hommes soient vraiment pressés de retrouver cette femme. Les marshals voient un grand nombre de gardes de la supposée équipe de recherche traîner sur la plage, fumer des cigarettes et faire des ricochets. C'est pas exactement ce à quoi on s'attendrait de la part d'officiers à la recherche d'une malade mentale évadée. C'est comme s'ils savaient déjà qu'ils ne trouveraient personne ici. L'enquête ne fait que commencer, mais les marshals sont déjà face à des alertes rouges. Pour aller au fond des choses, ils vont devoir pousser le médecin suspect et son équipe à leur donner des réponses, alors qu'ils poursuivent leur quête de vérité. Les aides-soignants et les infirmiers réunis soutiennent tous le récit du docteur Coley sur la nuit où Rachel Solando a disparu. Aucun d'entre eux n'a vu quoi que ce soit, et ils s'accordent à dire qu'il est impossible qu'elle ait pu se faufiler au milieu d'eux. Poursuivant son interrogatoire, Daniels tente de reconstituer les événements qui ont conduit à la disparition. Une des infirmières explique que Solando avait participé à une séance de thérapie de groupe plus tôt dans la nuit, dirigée par le docteur Sheehan, le psychiatre en charge de ses soins. Quand Daniels demande à interroger le médecin, Coley explique que ce ne sera pas possible. Sheehan a pris le ferry ce matin-là pour des vacances prévues. Consterné par ce manquement en plein milieu de l'enquête, Daniels demande si le docteur Sheehan peut être contacté par téléphone. Malheureusement, il semble que les lignes téléphoniques soient coupées en raison d'une tempête sur le continent. Coley laisse donc les marshals faire leur tournée, mais il les invite à le rejoindre à sa résidence plus tard dans la soirée pour boire un verre et fumer un cigare. Arrivés à la résidence Swank de Coley pour leur rendez-vous avec le docteur, les enquêteurs sont présentés au docteur Neering, un autre membre important du personnel de l'île. De nationalité allemande, Neering engage avec les marshals un débat intellectuel sur ce qu'il perçoit comme leur nature violente. Cette question déclenche chez Daniels des souvenirs très vifs de son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Une fois qu'il en a assez des manœuvres du docteur, il demande à nouveau à voir les dossiers du docteur Sheehan, le principal psychiatre de Rachel Solando qui, comme par hasard, est parti en vacances juste avant son évasion.
Quand Nehring refuse d'obtempérer, la colère de Daniels atteint son point d'ébullition. En ce qui les concerne, l'enquête est maintenant close. S'ils ne parviennent pas à obtenir les informations dont ils ont besoin, les Marshalls se dessaisiront simplement de l'affaire et retourneront sur le continent dans la matinée. Le directeur adjoint Macpherson les emmène alors dans les quartiers des soignants pour qu'ils y passent la nuit. Une fois dans leur couchette, Daniels et Hall se regroupent et discutent de leur prochaine étape. Daniels est convaincu qu'il y a plus dans cette histoire que ce que Collie et les autres laissent entendre. Je veux dire, il n'y a aucune chance que Solando se soit échappée toute seule. Quelqu'un a dû l'aider. Alors, peut-être qu'après avoir pris le temps de réfléchir, le docteur aura une autre histoire à raconter demain matin. En attendant, les rêves de Daniels sont hantés par des visions de sa femme décédée qui l'incitent à poursuivre l'enquête. Si ces visions subconscientes sont exactes, Rachel Solando est toujours là, quelque part sur l'île, ainsi que quelqu'un d'autre, un certain Andrew Ladis. Ok, la seule chose plus voyante que la cravate de Teddy, ce sont les innombrables drapeaux rouges qui s'accumulent autour de lui. Tout d'abord, le fait qu'aucun aide-soignant ou infirmier n'ait vu quoi que ce soit de suspect lors de la disparition de Rachel Solando semble un peu trop commode, surtout si on tient compte de la nature hautement sécurisée de l'établissement. La disparition d'une patiente sans laisser de traces à proximité de plusieurs membres du personnel qualifié ne fait que renforcer l'idée que l'évasion elle-même a été mise en scène. Pas une seule infirmière, ni même un concierge en pause cigarette n'a réussi à apercevoir la femme instable pieds nus en train de se faufiler toute seule. C'est peu crédible. Alors, les Marshalls doivent insister auprès du personnel pour obtenir des réponses. Je veux dire, qui avait les clés de la cellule de Solando? Et qui aurait pu avoir un mobile pour vouloir se débarrasser d'elle? Peut-être que la seule menace d'un séjour au pénitencier fédéral pourrait suffire à faire parler quelqu'un. Il y a aussi le docteur Sheehan, le principal psychiatre de Rachel, qui a pris le ferry le matin même de sa disparition. Bien sûr, parce qu'il n'y a rien de plus sérieux qu'un médecin qui quitte la ville à la minute où son patient dangereux atteint d'une maladie mentale exécute un tour façon Houdini. Si l'évasion de Solando était suffisamment grave pour justifier l'intervention immédiate des services des US Marshals, alors la mise en quarantaine de l'île entière semblait aller de soi, à moins bien sûr que Sheehan ne soit en train de fuir quelque chose. Donc, cette femme est portée disparue, et la personne qui la connaissait le mieux est la seule autre personne de l'île dont on n'a aucune nouvelle. Ça ressemble à une affaire simple et déjà bouclée. Daniels devrait commencer à poser les questions épineuses sur le docteur Sheehan. Y avait-il quelque chose d'étrange ou d'inapproprié entre Rachel Solando et lui? Jusqu'à ce qu'une meilleure théorie se présente, Sheehan est clairement le principal suspect. Bien sûr, il est difficile de suivre les pistes quand les lignes téléphoniques avec le continent sont coupées. Un hic malheureux dans l'enquête qui semble un peu trop commode lui aussi. Vous savez, les lignes téléphoniques sont coupées, ça ressemble à ce que vous pourriez dire si vous couvriez un subordonné. Du genre, celui que vous laisseriez s'éloigner d'une scène de crime pour prendre des vacances au mauvais moment. Je pense que trop c'est trop. Ils leur ont peut-être pris leurs armes, mais les Marshalls ont sûrement encore des menottes sur eux. Entre sa réticence à participer à l'enquête et son comportement louche à l'égard du docteur Sheehan, il est temps de placer le docteur Collie en garde à vue dans l'attente d'un complément d'enquête, de l'enfermer dans une des cellules pour la nuit et de le ramener sur le continent par le ferry du matin pour qu'il soit interrogé. Qui sait, peut-être se montrera-t-il plus utile quand il sera éloigné d'un milieu où il détient tout le pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne les médecins problématiques, cette île en regorge. Pour compléter le tableau, on a Nehring, le psychiatre allemand, qui semble un peu trop intéressé par les antécédents personnels de Teddy. Les questions approfondies des médecins sur la violence et le traumatisme semblaient étrangement personnelles, presque comme s'il en savait plus sur Daniels qu'il ne le devrait. Est-ce une conversation normale après le dîner par ici, ou est-ce que quelque chose de plus sinistre se prépare? À ce stade, je ne le sais pas encore, mais seul le temps nous le dira. Daniels se réveille couvert d'eau à cause d'une fuite au plafond au-dessus de sa couchette. Dehors, la tempête fait rage, ce qui signifie que les voyages en ferry seront hors de question. Voyant qu'ils sont bloqués sur l'île, Daniels reprend l'enquête en exigeant de voir les autres patients de la thérapie de groupe de Rachel Solando. Collie accepte finalement, et l'interrogatoire commence. Au début, il semble que les patients perturbés du groupe de Solando n'ont pas beaucoup d'informations utiles à offrir, mais c'est seulement jusqu'à ce qu'ils s'attaquent à Madame Kearns, une femme d'âge moyen qui a été internée pour avoir tué son mari avec une hache. Kearns confirme les déclarations de Collie à propos de Rachel Solando et du docteur Sheehan, mais elle devient plus évasive quand Daniels la pousse à lui donner des détails sur le médecin.
Comme dernière question, Daniels demande à Madame Kearns si elle sait quelque chose à propos d'un patient nommé Andrew Ledis. Visiblement bouleversée, elle nie avoir entendu parler de lui avant de quitter rapidement l'entretien. Maintenant que les interrogatoires sont terminés, Hall a ses propres questions à poser à son partenaire. Qui est Andrew Ledis et pourquoi Daniels a-t-il interrogé chacun des patients à son sujet? Daniels s'explique à contre-cœur que Ledis était l'agent d'entretien de son ancien immeuble. C'était aussi un pyromane connu qui, selon lui, était responsable de l'incendie qui a tué sa femme. Bien qu'il n'ait jamais été condamné pour ce crime, Ledis a été arrêté plus tard pour avoir incendié une école et il a été amené à l'hôpital de Shutter Island pour purger sa peine. Daniels affirme que tout ce qui concerne ce dernier a disparu. Alors, quand l'opportunité d'enquêter sur une autre affaire sur l'île est arrivée, il s'est porté volontaire dans l'espoir de découvrir la vérité sur la mort de sa femme et la disparition de son tueur présumé. Pendant que les marshals fouillent le cimetière de l'hôpital à la recherche d'indices, la tempête atteint des sommets et ils sont contraints de s'abriter dans le mausolée. Ici, Daniels s'explique plus en détail ce qu'il fait réellement. D'après ses investigations précédentes, il en est venu à croire que l'hôpital n'est qu'une façade pour des expériences illégales menées sur des humains par le gouvernement américain, les patients servant de cobayes involontaires. Mais tout ça va encore plus loin. Daniels commençait à gratter la vérité derrière cet endroit et tout à coup les marshals américains ont été appelés pour cette enquête. Le timing semble trop beau pour être vrai. Je veux dire, on dirait que quelqu'un voulait qu'il soit là. Et à bien y réfléchir, quelles preuves ont-ils que cette femme disparue, Rachel Solando, ait jamais existé, pour commencer? Ok, il s'avère qu'il y a plus dans cette enquête que ce que Teddy laissait entendre. Malheureusement pour les patients de l'hôpital Ashcliffe, Daniels pourrait être sur une piste. L'histoire des expériences menées par le gouvernement américain sur des sujets humains, en particulier les expériences psychologiques, comprend plusieurs programmes bien documentés et controversés. Ces expériences ont souvent été menées au nom de la sécurité nationale, du progrès médical ou de la recherche psychologique, parfois sans le consentement éclairé des participants. Une des expériences psychologiques les plus infâmes est le programme MK-Ultra, conçu pour explorer les techniques d'interrogatoire de contrôle mental ainsi que la manipulation psychologique. C'est une réalité, cherchez et vous verrez. Commencé en 1953, le programme consistait à administrer des médicaments, utiliser l'hypnose, la privation sensorielle et d'autres traitements extrêmes à des sujets dont beaucoup ignoraient qu'ils faisaient l'objet d'une expérience. Ce programme s'est poursuivi pendant des décennies dans le but de développer des techniques d'espionnage et de contre-espionnage pendant la guerre froide. Mais une grande partie de sa documentation a été détruite, laissant de nombreux détails entourés de mystères. Les soupçons de Daniels à l'égard de l'hôpital et de son personnel présentent des similitudes frappantes avec la réalité du programme MK-Ultra, où des patients inconscients ont été drogués et soumis à des expériences dans le cadre d'un complot gouvernemental néfaste. Le directeur adjoint McPherson a précédemment mentionné que le Dr Coley entretenait de nombreuses relations avec diverses agences fédérales, ce qui renforce les soupçons quant à un éventuel lien entre l'hôpital et le gouvernement. Une conspiration plus vaste expliquerait également pourquoi le personnel d'Ashcliffe se montre si évasif au sujet de l'affaire Solando, refusant de fournir des dossiers ou des réponses directes qui pourraient aider l'enquête. Au lieu d'interroger sans ménagement chaque patient sur les derniers événements, surtout en présence des personnes qu'ils soupçonnent, ils pourraient aborder le sujet plus subtilement en cherchant des incohérences dans leur récit, en identifiant les personnes les plus anxieuses ou les plus évasives. Plutôt que d'annoncer haut et fort ses soupçons, une meilleure tactique consisterait à gagner d'abord la confiance des patients, peut-être en feignant la sympathie ou en se présentant comme quelqu'un qui se méfie des pratiques de l'hôpital. Il serait également utile de les interroger en privé, loin de la surveillance du personnel. Mais même si Daniels affine son approche, une question demeure. Ces patients sont-ils vraiment là, ou s'agit-il simplement d'une nouvelle couche de tromperie qui l'amène à remettre en question non seulement les intentions du personnel d'Ashcliffe, mais aussi sa propre perception de la réalité? Si l'hôpital est vraiment le théâtre d'expériences gouvernementales, jusqu'où va le complot? Une rafale de vent arrache les portes du mausolée et le directeur adjoint arrive en voiture pour ramener les marshals à l'hôpital où le docteur Coley les attend pour leur parler. Après avoir pris une douche rapide, un aide-soignant leur donne à chacun un ensemble de vêtements blancs à enfiler, ainsi que quelques paquets de cigarettes. Quand ils rejoignent Coley et ses collègues, en plein milieu d'une réunion, Daniels les entend discuter des plans pour protéger les 66 patients de l'hôpital. Daniels relève ce détail et insiste auprès des médecins au sujet de la note de Solando qui mentionnait le chiffre 67. Suggère-t-elle qu'il y a un 67e patient secret ici?
Quoi qu'il en soit, ça n'a pas vraiment d'importance. Leur enquête est désormais terminée. Rachel Solando a été retrouvée. Les marshals sont conduits à la cellule de Solando où la femme disparue les attend. Malgré le fait qu'elle ait parcouru le terrain accidenté pieds nus, elle ne semble pas avoir la moindre égratignure. Daniel tente de l'interroger, mais la conversation ne va pas très loin en raison de l'état mental fragile de la jeune femme. Plus tard, dans son bureau, Collie explique que Solando a été retrouvé près du phare, en train de faire des ricochets. Soudain, Daniel s'est pris d'une migraine atroce. Collie lui offre des comprimés pour soulager sa douleur, et il l'aide à le mettre dans un lit à l'étage inférieur de l'hôpital, où le personnel attend que la tempête passe. Ici, ses rêves sont à nouveau hantés par des souvenirs troublants de la libération d'un camp de concentration par les Alliés, mêlés à des visions obsédantes de Rachel Solando et de ses enfants assassinés. Finalement, il reçoit à nouveau la visite de l'apparition de sa femme qui l'exhorte à se rendre sur l'île et à se venger. Daniels se réveille dans une scène chaotique. Les générateurs de secours de l'hôpital sont tombés en panne à cause de la tempête, et toutes les portes des chambres des patients se sont également déverrouillées. Tandis que le personnel est bien occupé à rassembler les fugitifs, Daniels élabore un plan. Étant donné que toutes les clôtures et portails électriques sont HS, c'est le moment idéal pour fouiller le bloc C interdit, à la recherche de tout signe d'expérience sur les humains qui y auraient eu lieu. Ou peut-être même trouveront-ils Andrew Ledis lui-même. Chuck accepte de l'accompagner et il se dirige vers l'imposante structure. À l'intérieur, ils sont séparés lorsqu'un des détenus évadés les défie de jouer au loup. Le fou manque de prendre le dessus sur Daniels, mais celui-ci finit par renverser la situation et blesse gravement son agresseur. Chuck et un des gardiens aident le patient à se rendre à l'infirmerie. Daniels continue alors à s'enfoncer seul dans le bloc C, se frayant un chemin dans le labyrinthe de l'ancien fort de la guerre civile. Il trouve les cellules occupées par les patients les plus dangereux de l'hôpital. Au fond du bloc des cellules, Daniels aperçoit un détenu recroquevillé torse nu dans un coin. Au début, il pense avoir trouvé Ledis, mais il s'agit en fait d'une autre personne de son passé. George Noyce, un ancien patient d'Ashcliffe qui était son informateur concernant les atrocités présumées commises à l'hôpital. Il semble que Noyce ait été renvoyé en détention sur l'île, et il n'est pas non plus très heureux de voir Daniels. Il reproche au Marshal d'être responsable de sa situation, affirmant que c'est son obsession pour Ledis qui les a tous les deux amenés ici. Il raconte que tout ça, la femme disparue, l'enquête et même son tout nouveau partenaire ne sont qu'une sorte de jeu tordu joué juste pour lui. Finalement, il adresse un dernier avertissement à Daniels. Il doit oublier sa femme et abandonner la traque de Ledis. Sinon, il ne pourra jamais quitter cette île. Ok, le comportement de Daniels quand il est près des patients a besoin d'un petit ajustement. Pour aggraver les choses, il continue d'ignorer les nombreux signaux d'alarme émis par le personnel hospitalier qui semblent indiquer qu'un complot plus vaste se déroule sur toute l'île. Considérons que ce qui était écrit sur la note qu'il a trouvée voulait dire « qui a 67 ans ». Daniels ne se donne même pas la peine d'enquêter sur cette possible erreur. Mais peu importe, parce que Rachel Solando a été retrouvée et qu'elle est saine et sauve. Pendant ce temps, les vents dehors sont tellement violents qu'ils renversent des arbres et arrachent les portes de leurs gonds. Mais elle n'a pas la moindre égratignure. Encore une fois, il semble beaucoup plus probable que Rachel ait été aidée ou déplacée intentionnellement par le personnel vers un endroit secret de l'île. Demandez-lui qui l'a sortie de sa cellule la nuit précédente ou ce dont elle se souvient de la note qu'elle a cachée sous le carreau du sol. Et commencez par la déclaration de Noyce selon laquelle toute l'enquête serait un jeu spécialement conçu pour lui. Vous savez, à bien y réfléchir, cette théorie expliquerait beaucoup de choses sur les nombreuses incohérences flagrantes qu'il a découvertes jusqu'à présent. Au lieu de ça, Daniels fonce tête baissée, inconscient qu'il pourrait être à la poursuite d'une vérité plus compliquée qu'il n'y paraît. Noyce dit à Daniels qu'il ne trouvera pas Ledis dans le bloc C. Il a été transféré, et s'il n'est pas dans le service principal des hommes, il ne peut être qu'à un seul endroit, le phare. Daniels se dirige vers la sortie, et il est bientôt rejoint par son partenaire en panique, qui fait semblant de rester calme devant les gardes. Ils sortent du bloc C et s'enfoncent dans les bois environnants. Ici, Chuck explique alors qu'il s'est arrêté au service des archives. Il n'a pas trouvé de dossier sur Ledis, mais il est tombé sur son formulaire d'admission. Soupçonneux en ce qui concerne les motivations de son partenaire après sa conversation avec Noyce, Daniels refuse de consulter le document, et il s'enfonce dans les bois en direction du phare. Les marshals émergent des bois à la lisière de l'île. Le phare brille au loin, et Chuck exhorte une nouvelle fois son partenaire à jeter un œil au formulaire d'admission.
Après tout, ce document constitue la preuve cruciale dont ils auront besoin pour prouver l'existence d'un complot majeur. Pourtant, Daniels reste indifférent. Il veut atteindre le phare, peu importe le danger. Chuck le supplie de reconsidérer sa décision, mais Daniels en a assez. Il abandonne son partenaire et retourne dans les bois en direction de sa destination. Quelques instants plus tard, Daniels arrive à un autre talus rocheux. Bien qu'il soit beaucoup plus près du phare, la structure est encore loin d'être accessible avec les eaux rocheuses en contrebas. Il retourne à l'endroit où il a laissé son partenaire et aperçoit une cigarette allumée qui se consume sur un rocher voisin. En s'approchant pour mieux voir, il aperçoit un corps immobile dans les eaux marines en contrebas. On dirait que Chuck est tombé. Daniels descend la paroi rocheuse traîtresse pour rejoindre son partenaire. Quand il descend, il parvient à attraper le formulaire d'admission de Ledis emporté par le vent, et il le glisse dans sa poche avant de poursuivre sa descente. Lorsqu'il atteint le fond, le corps de Chuck est introuvable. À la place, une horde de rats envahit les rochers escarpés. Au-dessus de Daniels, une lumière vacille à l'entrée d'une grotte creusée à flanc de falaise. Alors, il enjambe la masse de rongeurs et escalade la paroi rocheuse pour mener son enquête. À l'intérieur de la grotte, Daniels trouve une femme en haillons recroquevillée près d'un feu. Elle le reconnaît comme étant le marshal dont elle a entendu parler, et il devine également son identité. Rachel Solando, ou plutôt, la vraie Rachel Solando. Solando explique qu'elle était autrefois médecin à l'hôpital avant d'être capturée pour avoir posé trop de questions. Apparemment, elle s'était un peu trop approchée d'un projet gouvernemental visant à créer une armée de super-soldats endocrinés grâce à des opérations cérébrales expérimentales menées secrètement dans le phare. En conséquence, le personnel de l'hôpital a fait effacer tous les documents relatifs à son existence et ils lui ont fabriqué une nouvelle identité en tant que patiente psychiatrique. Elle avertit Daniels qu'ils feront la même chose avec lui en mettant en avant certains traumatismes de son passé comme la mort de sa femme, afin de le faire passer pour fou et de le faire interner. De plus, elle lui explique que ses maux de tête, ses hallucinations et ses cauchemars sont le signe qu'ils ont déjà commencé à lui administrer des substances. Il n'y a personne ici en qui il puisse avoir confiance. Des médecins et infirmiers aux surveillants et aides-soignants, tous les membres du personnel hospitalier sont impliqués dans la conspiration. Ok, si Daniels n'était pas déjà assez paranoïaque, ça devrait faire l'affaire. Après avoir fouillé l'île de fond en comble à la recherche d'indices, il tombe enfin sur la véritable Rachel Solando, qui confirme toutes ses pires craintes au sujet des médecins et de ce qu'ils mijotent réellement à Ashcliff. Mais peut-il vraiment faire confiance à cette femme, ou est-elle simplement en train de l'éloigner encore plus de la vérité? Ou peut-être que la meilleure question est même, peut-il se faire confiance? Pour un homme qui se vante d'être un enquêteur perspicace, Daniels a vraiment le don de ne pas voir les signaux d'alarme qui nous montrent que quelque chose ne va clairement pas ici. Tout d'abord, son refus catégorique de consulter le dernier formulaire d'admission de Ledis relève tout simplement de la négligence professionnelle. Même s'il pense que Chuck est compromis, ne serait-il pas logique de jeter au moins un coup d'œil au formulaire et de se faire sa propre opinion ? Soit c'est le pire cas de vision tunnel, soit c'est un tout autre niveau de déni. Mais dans tous les cas, c'est un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire quand on enquête sur un mystère. Ensuite, il y a sa décision de descendre la falaise lorsqu'il aperçoit le corps sans vie de Chuck. Je veux dire, on parle d'une chute vertigineuse sur des rochers acérés et de vagues déferlantes. Un faux pas, et Daniels ne résoudra plus aucun mystère. Il ne fera qu'ajouter son nom à la liste des morts de l'île. Et quel est le plan ici en fait? Même si Chuck est encore en vie, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas en grande forme. Et Daniels n'a ni matériel médical, ni renfort, ni aucun moyen de ramener son partenaire en haut de la falaise, sans parler du contexte général. Il est en fuite, soi-disant pour démanteler une vaste conspiration. Et maintenant, il s'isole volontairement dans la situation la plus précaire qui soit. Bon, imaginons que Chuck ne soit pas tombé, mais qu'il ait été poussé. Si c'est le cas, le responsable est peut-être encore dans les parages, observant et attendant de régler les derniers détails. Se mettre dans cette situation difficile en s'enfuyant seul pour mener des investigations dans le phare était une erreur digne d'un amateur. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à présent, Chuck était son seul allié, la seule personne qu'il avait soutenue à travers tous les rebondissements de cette enquête. Pourtant, au lieu de rester soudé lorsque les choses deviennent vraiment risquées, Daniels décide soudainement qu'il est mieux seul. Parce que, pourquoi ne pas se rendre plus facile à flinguer quand on est sur une île qui grouille de gens qui veulent, ou pas, le réduire au silence?
S'il pensait vraiment qu'il y avait un complot actif, alors avoir un partenaire, même celui dont il commençait à douter, aurait été sa meilleure chance de survie. Alors, laisse Chuck t'accompagner au phare, et bon sang, jette un œil à ce formulaire d'admission en cours de route. Mais maintenant que Chuck est hors jeu, Daniels se trouve une nouvelle copine avec qui partager ses théories du complot en la personne de la très estimée Dr. Rachel Solando. Donc, une des employées de l'hôpital s'est un peu trop approchée d'un complot gouvernemental de lavage de cerveau et s'est retrouvée elle-même patiente. Mais attendez une minute. Pourquoi Collie aurait-il engagé une psychiatre qui n'était pas d'accord avec son plan? Il est déjà établi qu'il dirige tous les aspects du fonctionnement de l'hôpital. Et si on en croit cette nouvelle Solando, tous les membres du personnel jusqu'au concierge sont impliqués dans la conspiration. Du coup, si les expériences sont la véritable raison d'être de l'hôpital, que ferait-elle là-bas? Surtout si elle n'avait aucun rôle à jouer dans tout ça. Si Daniels prenait le temps de réfléchir à l'histoire de cette femme, il se rendrait compte que beaucoup de choses n'ont tout simplement aucun sens. Pour commencer, Solando l'identifie comme l'un des marshals dès qu'il met les pieds dans la grotte. Mais comment pourrait-elle savoir qu'il y a des marshals sur l'île alors qu'ils ne sont arrivés qu'après l'évasion? C'est peut-être juste une supposition chanceuse, mais en tant que marshal, Teddy devrait essayer de tourner son regard d'enquêteur vers cette femme au lieu de se précipiter tête baissée dans la spirale complotiste. Comment a-t-elle réussi à se faire enfermer hors de sa cellule? Pourquoi aurait-elle laissé ses chaussures derrière elle? Qu'est-ce que la règle des 4? Toutes ces questions méritent d'être posées, parce qu'elles pourraient l'aider à déterminer si cette femme est digne de confiance ou si elle n'est qu'une autre patiente psychiatrique en fuite, sujette à des délires paranoïaques. Et pourtant, au lieu de l'interroger davantage ou de relier les nombreuses incohérences flagrantes de son récit, Daniels plonge directement dans son histoire, comme s'il cherchait désespérément à assembler les pièces du puzzle, aussi tordues soient-elles. Avec Chuck disparu, le formulaire d'admission ignoré et sa nouvelle informatrice vivante dans une grotte entourée de rats, l'enquête de Teddy commence moins à ressembler à une quête de justice qu'à un cauchemar fiévreux qui se déroulerait en temps réel. Pourtant, il est convaincu que les réponses se trouvent juste devant lui et qu'elles l'attendent dans le phare. Après avoir passé la nuit dans la grotte, Solando réveille Daniels et lui dit de partir. Ses tortionnaires la croient morte, mais ils pourraient la retrouver s'ils viennent le chercher. Daniels quitte la grotte et remonte les falaises pour errer dans les bois. Il est rapidement découvert par un des gardiens qui le ramène à l'hôpital. Daniels tombe ensuite sur Collie à l'intérieur, qui l'interroge sur son absence au cours des dernières heures. Son explication est un peu faiblarde, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Il va pouvoir partir maintenant que l'enquête est terminée, pas vrai? Peut-être qu'ils le laisseront partir, après tout. Mais lorsque Daniels demande à Collie s'il a des nouvelles de Chuck, le médecin feint l'ignorance. Il affirme que Daniels n'a pas de partenaire et qu'il est arrivé seul sur l'île. Jouant le jeu, il accepte de prendre le ferry bientôt et se dirige vers les douches pour se rafraîchir. Après sa douche, Daniels se dirige vers la sortie, mais il est rapidement arrêté par le docteur Neering qui tente de lui injecter un sédatif. Daniels maîtrise le médecin et s'échappe, mais le ferry devra attendre. Si Collie dit que Chuck n'a jamais existé, ça ne peut signifier qu'une chose. Son partenaire est le prochain sur la liste, et il va subir une de leurs expériences tordues. Daniels fait exploser une voiture à proximité pour faire diversion, et il se dirige vers le phare pour libérer son compagnon. Là, il assomme un garde isolé et s'empare de son fusil avant de pénétrer à l'intérieur. Daniels monte un grand escalier en colimaçon, s'arrêtant dans plusieurs pièces en chemin, mais il ne trouve rien de vraiment remarquable. Aucun signe de chirurgie cérébrale clandestine, juste une succession de pièces vides. Au sommet du phare, il enfonce une dernière porte, le fusil à la main. À l'intérieur, le docteur Collie est assis seul à un bureau. Il l'informe que le fusil qu'il tient est vide et lui demande de s'asseoir. La pièce est immaculée. Il n'y a ni laboratoire, ni expérience médicale secrète, ni même patient subissant une quelconque opération cérébrale. Au lieu de ça, Collie livre enfin la vérité choquante. Teddy Daniels est en réalité Andrew Ladis, un patient d'Ashcliffe et un des hommes les plus dangereux de l'île. Le docteur Collie explique qu'Andrew vit dans un état de délire, incapable d'accepter la réalité dévastatrice de son passé. Oh, il était effectivement un US Marshal, mais sa vie s'est effondrée après que sa femme Dolores a noyé leurs 3 enfants dans le lac derrière leur maison. Quand Andrew a découvert ce qu'elle avait fait, il a été submergé par le chagrin et l'a tuée. Incapable d'affronter la vérité, il s'est créé une nouvelle identité,
Teddy Daniels, un marshal américain qui enquêtait sur le cas d'un pyromane nommé Andrew Ledis, qu'il tenait pour responsable de la mort de sa femme. Le docteur Coley explique que toute cette enquête n'était qu'une expérience de jeu de rôle élaborée visant à sortir Andrew de son délire. Les médecins lui ont permis de vivre son fantasme, dans l'espoir qu'en tirant ses propres conclusions, il puisse enfin accepter son passé et guérir. Son partenaire Chuck Hall n'a jamais été un vrai marshal. Il s'agit en réalité du docteur Sheehan, son psychiatre, chargé de le surveiller pendant l'expérience. Et ce n'est pas tout. En raison de sa nature violente et de ses antécédents d'agression envers le personnel et les autres patients, le conseil d'administration de l'hôpital a décidé qu'Andrew devrait subir une lobotomie s'il ne peut être ramené à la réalité. Andrew résiste dans un premier temps, mais à mesure que ses souvenirs refont surface, il commence à prendre conscience de l'horrible vérité. Il revit le jour où il a trouvé ses enfants morts et se souvient avoir tiré sur sa femme. Submergé par le flot d'émotions, il s'effondre, désespéré. À son réveil, il semble avoir enfin accepté qui il est vraiment, une bonne fois pour toutes. Ok, Teddy Daniels, ou devrais-je dire Andrew Ledis. Par où commencer? L'homme débarque à Shutter Island avec l'assurance d'un détective endurci et la subtilité d'une grenade dégoupillée. Dès la première minute, il est convaincu qu'un grand complot se trame. Nazis, lobotomie, des expériences gouvernementales secrètes sur le contrôle mental, vous voyez, tout le tralala. Et au lieu de prendre des mesures pour vérifier quoi que ce soit, il fonce tête baissée comme un protagoniste de film sombre, sous l'emprise de cigarettes et hanté par un traumatisme non résolu. Malheureusement pour lui, son plus grand ennemi n'est pas une cabale obscure de psychiatres. C'est son propre refus de lire les signes métaphoriques, et dans certains cas, littéraux. Daniels, Ledis, qui que tu sois, tu as merdé. Bon, parlons d'abord des indices qu'il a manqués. D'accord ? Tout d'abord, les noms Rachel Solando et Edward Daniels, qui s'écrivent avec les mêmes lettres que son vrai nom et celui de sa femme décédée. On pourrait penser que le vantard de service des US Marshals aurait remarqué l'anagramme le plus évident au monde. Mais non, Teddy avait d'autres chats à fouetter, comme poursuivre des pyromanes fictifs et éviter ses sentiments. Ensuite, il y a son partenaire, Chuck, qui arrive opportunément au milieu d'une promenade en bateau déjà en cours. N'importe qui d'autre aurait trouvé étrange que son acolyte ne sache pas se servir d'une arme à feu et jette constamment des regards étranges à chaque nouveau rebondissement de l'affaire, comme s'il se souciait plus de votre état émotionnel que du travail de détective. Et en parlant de travail de détective, les méthodes de Daniels sont un véritable cours magistral sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Qu'il s'agisse de balayer d'un revers de main le formulaire d'admission de Ledis comme s'il s'agissait d'un prospectus pour un séminaire sur la multipropriété, ou d'inventer une conspiration qui ressemble à un épisode rejeté des X-Files. Bref, notre héros a fait de son mieux pour ignorer chaque élément d'information utile qui lui était présenté. Mais voilà, malgré toutes ces poursuites inutiles, ces indices manqués et ces décisions stupides, il est difficile de rester en colère contre Teddy, parce que lorsque le voile se lève enfin, et qu'il est confronté à la réalité de qui il est vraiment, on se rend compte que ce n'était pas une histoire policière après tout, mais la tentative désespérée d'un homme de fuir le pire jour de sa vie. Le complot, l'affaire, la patiente disparue, tout ça n'était que des distractions élaborées pour protéger sa psyché d'une vérité trop douloureuse à affronter. En fin de compte, sa plus grande erreur n'a pas été d'avoir raté un indice ou bâclé une enquête. C'était d'être humain face à une perte inimaginable. Ouais, enfin ça, et le fait d'avoir assassiné sa femme après avoir échoué à lui venir en aide pour ses propres troubles mentaux. Ouais. Mais quand Ledis finit par choisir la vérité plutôt que le déni, on ne peut s'empêcher de se sentir mal pour lui. Parce qu'au fond, nous construisons tous nos propres histoires pour y faire face. Il est juste allé un peu plus loin que la plupart des gens. Andrew Ledis, tu as merdé. Mais il y a peut-être encore de l'espoir pour toi. Le lendemain, Andrew est assis sur les marches de l'hôpital. L'expérience semble avoir fonctionné, et il semble lucide et calme. Cependant, lorsque le docteur Sheehan s'assoit à côté de lui, Andrew l'appelle soudain Chuck, semblant être revenu à son personnage de délire. Sheehan semble découragé, et il secoue subtilement la tête en direction du docteur Coley pour lui signaler qu'Andrew a régressé. Réalisant qu'il est impossible de le sauver, le docteur Coley ordonne une lobotomie, le dernier recours pour un patient dangereux et délirant sans espoir de guérison. Alors que les infirmiers s'approchent pour l'escorter vers la salle d'opération, Andrew se tourne vers Sheehan
et lui demande ce qui est pire selon lui. Vivre comme un monstre ou mourir en homme bon. Andrew est-il vraiment perdu dans ses illusions? Ou est-ce sa façon de prendre le contrôle en choisissant l'oubli plutôt qu'un passé avec lequel il ne peut simplement pas vivre? Est-ce de la folie ou de la pitié? Alors que le phare se profile au loin et que les infirmiers l'emmènent, la vérité échappe totalement à notre compréhension. Comme tant d'autres choses à Shutter Island. Shutter Island, 2010. Je dois avouer que lorsque j'ai vu ce film pour la première fois, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Peut-être parce que j'avais deviné la fin à des kilomètres. Mais ce sont les prouesses cinématographiques de Martin Scorsese et de son équipe qui ont le mieux vieilli. Peut-être pas l'intrigue, mais la réalisation qui, selon moi, place Shutter Island au-dessus de la plupart des autres fins inattendues. Alors, si vous auriez agi différemment que Teddy sur l'île, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de consulter la playlist de Comment Battre. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!